Chapitre 8. Elles embrissent. Le port d'Elles-en-Brisse, à 2 jours de mer des îles Cornog, se trouvait à mi-chemin entre Marsilia et les cités portuaires. Il s'agissait d'une étape indispensable des navires commerciaux, et il y régnait l'atmosphère la plus cosmopolite de tout le Golfe. Le port, profondément enfoncé dans sa baie naturelle, jouissait en plus d'une digue artificielle qui faisait l'admiration de tous. C'était l'abri le plus sûr contre les tempêtes, et les patrouilles permanentes des Ambriens le protégeaient aussi contre d'éventuels actes de piraterie. Les Cornogans eux-mêmes ne s'approchaient de ce puissant voisin que pour les affaires. Elles-en-Brisse était le carrefour de toutes les cultures, de toutes les langues, capitale informelle de la prostitution, du jeu, de la contrefaçon, du recel, du courrier et des épidémies, et si les 3/4 des personnes qui s'y trouvaient étaient de passage, le quart restant était composé d'un mélange unique d'aventuriers, de proscrits, de charlatans et de prophètes. L'église de la mer n'avait jamais pu s'y implanter, et toute idée de vertu devait être laissée à bord. Les fauteurs de troubles mal inspirés se retrouvaient toujours mystérieusement à flotter dans les eaux sales du port, mais le crime discret, le crime qui ne gênait pas le commerce, y prospérait plus que partout ailleurs. S'il n'y avait pas d'État dans cette cité sans loi écrite, sans roi, sans capitainerie, il y avait la pieuvre, organisation tentaculaire et à demi mythique, dont tout le monde parlait sans l'avoir jamais vue. La pieuvre autorisait ou détruisait les commerces qui se montaient sur le port, prélevait un impôt exorbitant, réglait les différends, éliminait les gêneurs, assurait la sécurité de ceux qui avaient de l'argent à dépenser et maintenait dans les chaînes tous ceux dont l'exploitation était nécessaire, et notamment le peuple des filles à matelot, ramassés çà et là par les divers navires, vendus discrètement dans des arrière-salles, violés dans des chambres borgnes ou dans des bordels exotiques. Si elles survivaient à leur maladie vénérienne et aux brutalités des hommes, elles finissaient par gagner leur liberté, et Elles-en-Brisse regorgeait de ces femmes mûres, endurcies et sans pitié, maquerelles, tenancières de tripots, diseuses de bonne aventure, qui faisaient rendre gorge à la gente masculine par tous les moyens commerciaux imaginables. Alamano Bellini, qui avait Elles-en-Brisse en horreur, avait proposé de demeurer à bord afin de veiller sur la reine, la prêtresse de la mer et Agnese, à laquelle Guaspare avait interdit de débarquer. Une permission d'une nuit avait été accordée au reste de l'équipage, et Guaspare était lui-même descendu en compagnie d'Aélénor et de Keller, à qui il faisait les honneurs du lieu. Sa présence était symboliquement indispensable pour réfréner les ardeurs de ses marins, et il sentait, après l'expérience désastreuse des îles Cornog, qu'ils avaient besoin de lâcher la bride, et lui-même de redorer quelque peu son blason. Tandis que les dockers, qui ignoraient le cycle circadien, chargeaient les tonneaux nécessaires au ravitaillement de la Liberta, l'équipage s'égaya dans les artères surchargées d'Elles-en-Brisse, grossissant le flot épais de la foule et la clameur perpétuelle de ce port qui ne dormait jamais avant l'aube. Le service du courrier, comme tous les services, était payant à Elles-en-Brisse, et Marsilia s'acquittait d'une coquette somme annuelle pour s'assurer que les lettres envoyées à ce port seraient effectivement confiées à l'équipage de la Liberta, sans les indiscrétions, vols, retards et mauvais hasards qui finissaient souvent par perdre les messages en mer. Le courrier arriva très peu de temps après le départ de la chaloupe, sur une petite embarcation désagréablement semblable aux Galeotti. Le postino, avec beaucoup d'adresse, lança les boutes nécessaires pour la stabiliser et pour hisser à bord le panier contenant les enveloppes. Bellini y déposa une pièce en retour pour le garçon. Il y avait une magnifique enveloppe aux couleurs des albaregnos, dont le papier épais et gaufré répandait encore un parfum subtil, et dont les encres, particulièrement brillantes, semblaient scintiller de plusieurs couleurs. Elle était adressée à Lorenza Albarregno à bord de la Liberta.
Il y avait aussi une lettre plus simple, adressée à la petite main, et une autre, sur un riche papier toilé, portant une belle écriture noire, adressée à Guaspare. Les autres messages étaient pour les marins, et Bellini ne chercha pas à percer leur pauvre mystère, faire part de naissance et de mort, serment d'amour, affaires d'argent et de famille, dont l'annonce mettait toujours un peu de nostalgie au cœur des marins. Les lendemains d'arrivage du courrier étaient toujours marqués par des bagarres et des excès de boisson. Il appela Pietro pour qu'il distribue les lettres de l'équipage, et il alla remettre, personnellement, la lettre pour la reine et pour sa petite main. Celle du capitaine attendrait son retour. Agnese venait de terminer le délicat massage du soir, et le sein violacé de la reine avait été endormi par un mélange de camphre, de menthe et de mandragore. Le sein gonflé et brûlant sembla disparaître comme un mauvais rêve pendant quelques minutes, sous l'effet bienfaisant des doigts frais de la jeune fille. Lorenza avait fini par aimer les effluves entêtants des drogues, qu'elle associait à une sensation d'apaisement. Elle aimait aussi la jeune fille, et surtout ses mains, qui lui prodiguaient sans aucune parole une tendresse plus humaine, plus efficiente et plus concrète que ne l'étaient toutes les protestations d'adoration de ses enfants et de ses sujets. « Ma fille » lui dit Lorenza d'une voix un peu rêveuse. Agnese était accoutumée aux fantaisies qui prenaient la reine dans les rares moments de détente de sa douleur. Elle leva vers elle un visage souriant et ouvert. « Je ne veux surtout pas te mettre mal à l'aise, dit Lorenza, mais j'ai des yeux pour voir, et je sais que mon fils est fou de toi. » Agnese soutint son regard. À peine ses yeux verts s'étrécirent-ils légèrement. « J'ai beaucoup réfléchi, » continua Lorenza, de son timbre lent et presque musical. « Je pense que Guaspare a le devoir de retourner à Marsilia dès qu'il m'aura débarqué dans les cités portuaires. Je n'ai pas besoin de lui pour mourir. » Agnese lui prit la main sans la contredire. « Lui en avez-vous parlé ?» demanda-t-elle. « Oui, mais moi il ne m'écoute pas, il me voit à peine. C'est une expérience très étrange, comme si j'étais déjà une sorte de fantôme, de souvenir. » Agnese ne répondit pas vraiment et se contenta de reformuler la demande qui ne lui avait pas été explicitement faite. « Vous pensez qu'il m'écouterait davantage ? Vous voulez que je retourne avec lui à Marsilia, c'est cela ? » ?»« Oui, exactement. Tu me manqueras beaucoup, mais je pense que si tu venais avec moi, il serait impossible de le convaincre de repartir. » Agnese allait répondre lorsqu'on toqua à la porte. Alamanno Bellini, avec beaucoup de déférence envers la reine et une froideur glacée envers sa petite main, s'acquitta de son devoir en déposant les lettres et s'éclipsa. Les deux femmes se regardèrent et Lorenza eut un petit rire gracieux. Le soulagement momentané de sa douleur et l'arrivée d'une lettre l'avaient mise d'une humeur charmante. « De qui est la tienne ?» demanda-t-elle. Agnese était en train d'examiner l'enveloppe avec les doigts. Elle avait dû se mordre la lèvre pour ressentir le petit aiguillon de douleur nécessaire et avait senti le pouvoir affluer tel un feu secret au bout de ses doigts. La lettre était passée de main en main, mais elle ne sentait pas sur le papier le contact de sa mère. Sa mère ne l'avait pas cachetée, ni même touchée. Après un signe de tête déférent, elle passa la porte de sa cabine, alluma sa lampe et ouvrit l'enveloppe, dont tombèrent un petit papier couvert d'une écriture enfantine et un caillou noir qui lui rappela par l'aspect les cailloux que Margherita cherchait lors de ses expéditions sur le Zoccolo. Elle jeta d'abord un œil au papier, qui lui non plus n'avait pas été touché par sa mère. L'écriture maladroite, pleine de fautes d'orthographe, disait « Ma fille, je t'ordonne de demeurer loin de Marsilia. Il n'y a ici qu'un avenir de catastrophes et de ruines. Je sais que ton prince voudra rentrer quand il saura, et si j'étais toi, je ne le lui dirais pas. Tu dois vivre, entends-tu ? Vivre dans des rivages paisibles où le feu ne t'atteindra pas. Promets-moi de ne pas venir me chercher. Mon temps s'accommode de cette fin annoncée, et si je survis, la désolation et la mort me sont familières, et j'y ferai mon trou. Mais toi, ne reviens pas. Continue à apprendre, ma fille, à fermer la bouche et à ouvrir les yeux. C'est toujours ainsi qu'on se remplit la tête. » La lettre n'était pas signée, et Agnese déposa le papier, troublée, avant de se saisir du caillou. Elle ne s'attendait pas au déferlement de sensations
que le simple contact de la pierre déchaîna en elle. Elle était habituée au contact des objets humains, dont elle avait appris à lire les traces et les chemins, mais ces traces étaient faibles comparées à ce qu'exprimait ce caillou, comme l'est le corps humain face à la puissance des astres, des marées ou de la foudre. Le caillou ne racontait pas d'histoire, il exprimait à la fois la chaleur souterraine de la lave et la puissance d'une explosion, la violence d'un choc et l'irrémédiable déchirure de la terre, la destruction. Ce n'était pas la trace du passé, du moins pas seulement, c'était un chemin présent qui reliait le caillou à la force surhumaine qu'il avait façonnée, et cette force n'était pas celle de l'histoire, mais celle du présent en train de s'accomplir, celle de la mâchoire obscure du destin. Pétrifiée, le cœur près de s'arrêter comme si elle avait vécu une expérience de mort imminente, Agnésée se rendit compte qu'elle s'était urinée dessus. Encore confuse, l'esprit comme dissocié du corps, elle se nettoya et se changea, et ses gestes simples la ramenèrent un peu à la réalité. Le caillou gisait sur sa tablette, morne et inerte comme s'il ne s'était rien passé. Elle prit un chiffon pour le ranger dans l'enveloppe, serra le tout dans son étagère, puis elle souffla la lampe et demeura dans le noir, parfaitement immobile, tâchant de faire refluer le pouvoir hors d'elle-même. Mais la frayeur immense qu'elle avait éprouvée semblait l'avoir décuplée. Elle sentait les plus infimes mouvements du bateau, qui lui indiquaient inutilement tous les vices de forme et toutes les usures de la coque, toutes les bernacles accumulés, tous les pieds humains qui le foulaient, tous les parfums d'épices et d'eau de vie qui imprégnaient les cales, toutes les fissures invisibles par lesquelles l'eau salée, infatigable, trouvait un chemin. Le flux d'informations pléthoriques devenait désagréable, et elle sortit un moment sur le pont pour s'accouder au bastingage. À une encablure, le port d'Elzambris étincelait de lumière, et elle ferma les yeux pour écouter sa clameur lointaine, sa clameur humaine, à la fois paisible et vivante, faite de rires, de cris et de milliers de paroles entrelacées. Il montait de l'eau du port une senteur forte, organique, de vases, de poissons et de fientes. Des pélicans dont le bec bleu scintillait étrangement à la lueur des étoiles poussaient des cris rauques et s'installaient pour la nuit, par bandes, sur les bateaux désertés. Il régnait dans ce port une atmosphère croupissante et calme. C'était un nid fétide mais chaud, où l'on pouvait baisser la garde, et le pouvoir commença à refluer au bout de quelques minutes. Pas assez cependant pour qu'elle ne perçût pas immédiatement l'approche de Marla derrière elle. La prêtresse vint se poster près d'elle, et Agnésée, prise d'une soudaine impulsion, lui saisit la main sans dire un mot. Le pouvoir était encore suffisamment palpitant en elle. La main, que Marla lui donna d'abord sans méfiance, lui transmit toutes les réponses aux questions qu'elle ne s'était jamais formulées clairement à son sujet. La prêtresse de la mer n'était pas comme Guasparé, ou comme la reine, un individu isolé. Elle était intimement, profondément reliée à son Église, qui pesait d'un poids immense sur sa volonté. Même sa magie ne lui appartenait pas. Elle l'empruntait à sa déesse. Elle n'était qu'un masque, un visage humain pour une force qui ne l'était pas. Un habitacle traversé par des rituels, des croyances partagées, des sentiments extérieurs, un imaginaire puissant dans lequel elle était projetée, comme si elle vivait d'une certaine manière dans le rêve de quelqu'un d'autre. Agnésée fermait les yeux et pressait la main de la prêtresse avec force. Marla crut tout d'abord que la jeune fille, désemparée, lui témoignait une affection enfantine ou lui demandait de l'aide. Puis peu à peu, elle sentit un pouvoir qu'elle ne connaissait pas à l'œuvre dans les doigts d'Agnésée, et elle la retira vivement. La jeune fille ouvrit ses yeux verts et sourit. Marla, dont le cœur battait un peu vite, se demanda pour la première fois si elle avait bien fait d'initier cette jeune fille, si elle ne s'était pas laissée abuser par cette ressemblance avec la déesse. « Marla, » dit Agnésée d'une voix douce, un peu lointaine, « l'esprit de la déesse est-il capable d'agir sur les forces matérielles ?»« Oui, » dit la prêtresse prudemment. « Je ne parlais pas d'une échelle humaine, » continua Agnésée. « Le pouvoir de la déesse serait-il capable de soulever une montagne, de faire reculer la mer ?» Marla resta silencieuse un moment. « Je n'en serais pas capable, dit-elle. Aucun prêtre de ma connaissance. »« Mais la déesse, oui. Un esprit libre comme la déesse est capable de s'incarner dans toute forme du monde. C'est ainsi que la déesse a façonné le monde.
Le texte sacré raconte que son corps a donné naissance au monde, ses larmes à l'eau, ses seins aux montagnes, son ventre aux grottes. Mais les exégètes disent qu'il faut les comprendre au sens symbolique. La déesse peut habiter n'importe quel corps, l'eau, la terre et même le feu. Agnésée prit une profonde inspiration. La tête lui tournait, et il lui semblait à présent que l'air saturé d'odeurs organiques ne suffisait plus à l'oxygéner. Elle avait besoin de silence, de solitude, et elle prit congé de Marla sans un mot d'explication. Arrivée devant sa porte, elle hésita, et finit par entrer chez la reine pour vérifier qu'elle n'avait besoin de rien. « Ah, te voilà, dit Lorenza. Je suis contente que tu reviennes. Je voudrais boire une tisane avant de m'endormir. En veux-tu une aussi ? Oui, Altezza, volontiers. Je vais faire une tisane de jusquiame et de narcisse. J'en ai bien besoin également. Tandis qu'elle s'affairait à faire bouillir de l'eau et à choisir ses poudres, la reine se mit à bavarder. J'espère que tu as eu de bonnes nouvelles de ta mère, Agnésée. C'est une femme remarquable dans son genre, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Agnésée sourit. Ma mère impose le respect, qu'on le veuille ou non. C'est une qualité rare, dit Lorenza, même chez les reines. La lettre que j'ai reçue était de Gemma, et m'a un peu rassurée. Elle semble concentrée sur une nouvelle idée qui occupe toutes ses pensées. Laquelle ? Demanda Agnésée, en versant très lentement l'eau frémissante sur les feuilles séchées. Elle souhaite que la cour déménage temporairement à la Villa Lorenziana. Cela semble beaucoup l'exciter. Moi qui craignais que la mort de son père ne la batte complètement et ne lui fasse faire n'importe quoi. Agnésée ajouta du miel dans la tasse de la reine et la lui tendit sur un petit plateau d'or. « Pourra-t-elle exercer la régence depuis le Zoccolo ?» demanda-t-elle. Lorenza éclata de rire. « Non, bien sûr. Je compte que la régence soit exercée par le consigliere pendant ce temps. C'est le mieux que Marsilia puisse souhaiter. » Agnésée se concentrait sur la sensation de chaleur presque brûlante de la tasse contre ses doigts. L'infusion, aux vertus narcotiques, se répandait dans sa gorge et dans ses mains, dilatant et ralentissant son cœur, endormant ses perceptions, mais elle ne put s'empêcher de voir, dans la surface ambrée et fumante, l'image d'une villa engloutie sous les coulées de lave et dont seuls s'échappaient, comme des soupirs funèbres, les fumerolles étouffées. Maintenant que je ne suis plus le prince, mais seulement le capitaine, me direz-vous sincèrement ce que vous avez pensé de Marsilia à Élénore ? La jeune femme sourit. Il était difficile de résister à l'atmosphère de cette taverne d'Elzambris, où l'alcool et les rires tintaient dans les lumières miroitantes des flambeaux. Ils étaient placés en terrasse, avec une vue sur le port, et Guaspari jetait de loin en loin un regard sur la silhouette massive de la Liberta, ainsi que sur ses hommes, égayés ici et là. D'accord, Guaspare, je vais vous dire ce que j'en pense, mais vous ne devrez pas me reprocher une sincérité à laquelle vous m'avez si expressément invité. Jamais, dit-il en souriant à son tour. Je vous ai dit, je crois que Marsilia n'avait pas la même unité architecturale que ma cité d'Albâtre, et qu'elle regorgeait d'œuvres diverses, singulières, sans lien les unes avec les autres. Oui, je m'en souviens. Eh bien, cette caractéristique de son art, de son esthétique, est pour moi le reflet de sa composition politique. La caste dominante, celle des aristocrates, ne possède pas réellement d'unité. Les aristocrates poursuivent chacun leur œuvre dans le fond, et leur gloire personnelle. Mais tous ont une vraie dévotion à l'art. Oui, c'est vrai. L'amour de l'art est sans doute ce qui lie intimement tous les habitants de Marsilia, de la boulangère à la couturière en passant par la famille régnante. L'art est la religion de Marsilia. Et l'art apporte la richesse à tous ? Certes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de communauté de vision, pas de valeurs partagées. L'impression que j'ai est celle d'une mosaïque dont chaque pavé est d'une beauté parfaite, dont l'assemblage est éblouissant de couleurs et de matières précieuses, mais qui ne parvient pas à former une figure. Guaspari resta songeur. Comprenait-il vraiment ce qu'elle voulait dire ? Avait-il vraiment envie de faire une figure, avec son frère, avec les cuisinières et les pêcheurs, avec les chorégraphes et les marchands ?
Est-ce que cela est vraiment indispensable que la mosaïque forme une figure ? Je le crois, dit à Elénor. Les cités sont infiniment plus fragiles qu'on ne le pense, Guasparé. Il suffirait d'une menace sérieuse sur votre existence et cette dispersion de vos forces vous mènerait à la ruine. La conversation fut heureusement détournée par l'arrivée de Keller, qui revenait avec des boissons et un plat de poisson volant frit qu'Elénor considéra avec un dégoût marqué. « Désolé, il ne mange pas de fruits, » lui dit Keller avec un sourire tendre et un peu moqueur. « Ce n'est pas grave, je vais boire, » dit à Elénor. Guasparé ne put s'empêcher d'admirer la maestria de Keller pour porter le plateau et servir. « Vous semblez avoir fait cela toute votre vie, » dit-il en riant. « Vous n'êtes pas loin du compte, » dit Keller. « J'étais propriétaire d'une taverne à Albâtre, jadis. »« Comment s'appelait-elle ?»« La Frontière, » répondirent Elénor et Keller à l'unisson. Ils commençaient à boire et à manger lorsqu'ils furent interrompus par un cri provenant de la rue derrière eux. « Capitaine Guasparé ! Capitaine Guasparé !» Ces mots avaient été prononcés avec un accent si fort que Guasparé, avant même de se retourner, soupira. Il avait reconnu les savants étrangers, qui semblaient vouloir le poursuivre jusque dans l'autre monde. Il n'y en avait qu'un en réalité, qui était accompagné d'une Zambrienne, dont les services étaient probablement payants. Ils échangèrent quelques mots volubiles dans une langue inconnue, puis la Zambrienne entra sur la terrasse et s'approcha de la table. « Mon client souhaiterait vous parler, et si vous voulez, je peux traduire pour vous. » Guasparé se souvint de la manière dont il avait congédié ses savants à la Villa Ridolfina, et en ressentit un peu de remords. Il se mit en quête de 2 chaises et arbora son sourire le plus diplomatique. « Servez-vous » dit-il en poussant le plat de poisson frit au milieu de la table. Le savant, que sa mauvaise maîtrise du marsilien avait fait passer pour un personnage vaguement ridicule aux yeux de Guasparé, s'assit, déclina poliment la nourriture et se mit à parler avec animation. Son débit était élégant et rapide. On sentait que cette conversation avait pour lui une grande importance et qu'il avait longuement réfléchi à ce qu'il avait à dire. La voix rocailleuse de la Zambrienne était parfois légèrement hésitante lorsque ses tournures de phrases savantes virevoltaient avec trop d'aisance. « Je suis très soulagée de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer dans ma propre langue. Je vous ai déjà rencontré, prince, mais vous n'avez pas compris alors l'importance et l'urgence de ce que je cherchais à vous communiquer, et il me semble que le destin vous a remis sur ma route pour me permettre de corriger ce rendez-vous manqué. » Elénor et Keller écoutaient avec un vif intérêt, et Guasparé crut devoir s'excuser de sa hâte, de son indisponibilité et de sa négligence lors de cette précédente rencontre. « J'étais amoureux, » dit-il avec un sourire charmeur, pour s'excuser. Cette remarque fit sourire la Zambrienne, mais pas le savant, qui resta un instant bouche bée. « Vous êtes amoureux, vous êtes vivant, vous gouvernez une ville, et votre amour, votre vie et votre ville seront réduits en cendres si vous ne m'écoutez pas aujourd'hui, » dit-il gravement. Pour la première fois, Guasparé lui prêta toute son attention, car il sentit que quelque chose se jouait au-delà des codes diplomatiques, de la bienséance, de la gestion de son équipage ou de la réputation des Albarreños. « Je suis originaire d'un archipel fort éloigné d'ici, qui se trouve de l'autre côté de la baie, à plusieurs jours de bateau à l'ouest. Mon archipel est volcanique lui aussi, et j'ai toutes les raisons de croire que de part et d'autre de cette baie, les mêmes phénomènes se sont produits au cours de l'histoire. Les annales de mon pays, et la somme des événements naturels et surnaturels que j'ai pu consulter à la bibliothèque levantine de Porcilla convergent. Il y a 1 millénaire, les habitants des côtes ont été ravagés par des vagues gigantesques, dues à l'érection soudaine des volcans. Comme une éruption de bubons enflammés, ils ont surgi des profondeurs de la baie et ont donné naissance à des îles. Lorsque les vagues géantes sont retombées et que la mer est redevenue calme et plate, les bateaux ont croisé des îles et des récifs nouveaux qui n'avaient jamais été remarqués ou cartographiés jusque-là. Certaines étaient reliées entre elles, d'autres semblaient isolées autour de leurs volcans, comme des phares projetant dans le ciel les lueurs rouges et les âcres fumées de leur incendie perpétuel. Les volcans se dressaient, dans toute leur nouveauté, verticaux et terribles, et au cours des siècles, leurs flancs devinrent si fertiles que de nombreux pionniers vinrent y installer des colonies et y bâtir des cités. Lorsque j'étais enfant,
Le volcan de mon île paraissait endormi. À peine fumait-il de temps en temps, à peine percevait-on quelques gargouillis sulfureux dans ses entrailles ouvertes, et puis un jour, on entendit une explosion fabuleuse et on vit que la silhouette du volcan avait changé. Une sorte de bulle de pierre, de bouchon monstrueux, dégueulait de son cratère, et l'on n'y prêta pas attention. Mais quelques mois plus tard, alors que nous organisions une grande cérémonie, l'enfer s'est abattu sur nous. Les yeux du savant, jusque-là si brillants et si vifs, parurent se ternir sous un voile épais et presque noir. L'émotion étranglait sa voix. Un vent de feu, plus rapide qu'un aigle qui fond sur sa proie, traça sur notre île son sillon de mort et de cendres. Tout fut soufflé sur son passage, tous les navires du port coulaient en un seul instant, les places de village ensevelies, les arbres calcinés, les animaux domestiques, les hommes et les femmes occupés à leurs tâches quotidiennes, engloutis, étouffés sous le déluge de poudre et de pierres en fusion. Cela ne dura pas même 1 minute. « Combien d'entre vous ont survécu ?» demanda Aélénor avec compassion. Le vent de feu s'est abattu sur le côté occidental de mon île. La partie orientale et la partie sud ont été épargnées. Ce fut une mort immédiate, aussi soudaine, aussi énorme, aussi inconcevable que l'avait été 1000 ans auparavant la naissance des volcans. « Pensez-vous que le même destin attende Marsilia ?» demanda Guasparé. Je le pensais déjà lorsque je me suis embarqué pour venir ici, mais nos analyses m'en ont donné la certitude. Marsilia, d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, sera frappée par ce fléau. « Avez-vous réussi à prévenir la régente ?» demanda encore Guasparé. « Nous avons laissé notre mémoire à une vieille femme qu'on nous a indiquée, une vieille femme excentrique qui vit dans les souterrains du palazzo. »« Ma tante, dit Guasparé, la dottoressa, vous avez bien fait. Elle a toujours été férue de science et fera ce qu'il faut. » Le savant hésita un moment. « Elle ne nous a pas fait très bonne impression, sauf votre respect. Je pense que vous devriez retourner là-bas au plus vite et vous assurer que le message est passé et que des mesures sont prises pour la sécurité de vos sujets. » Ces mots, « vos sujets », mirent Guasparé mal à l'aise. La Zambrienne, échauffée par sa longue traduction, se rinça la gorge avec un verre de vin, tandis que le savant, manifestement soulagé, demandait la permission de goûter au poisson frit. Guasparé, en face de lui, le regarda manger sans parvenir à articuler un mot ou à détacher son regard. L'étranger mangeait de bon appétit, avec des gémissements appréciateurs, et paraissait plus jeune et plus léger que tout à l'heure. Guasparé devina qu'il venait enfin de déposer ce fardeau terrible qu'il portait depuis des semaines, le fardeau du savoir, de la connaissance des tenants et des aboutissants de la tragédie en cours, dont les acteurs s'ignoraient encore, le fardeau de la responsabilité d'un peuple tout entier, dont la vie ou la mort, pendant toutes ces semaines, avait pesé sur lui, et qui venait comme une bête capricieuse de changer de monture. Ces années, ces rides, cette tension que le savant en face de lui venait de perdre, Guasparé se demanda si elles avaient sauté sur lui, et si chacun pouvait les voir, à présent, sur son propre visage. Il demeurait depuis longtemps déjà, seul, dans le noir, assis sur son lit, la tête dans les mains. Depuis que le savant avait parlé, il n'avait eu de cesse de se retrouver seul et avait laissé ses amis d'Albâtre profiter de la soirée tandis qu'il se faisait raccompagner à bord. Peu de soucis terrestres résistaient à l'atmosphère particulière d'une nuit en mer, mais cette fois, ni l'odeur des goémons, ni les silhouettes immobiles des pélicans perchés sur les mâts, ni le poudroiement de lumière qui tombait du ciel, ni le bruit du ressac, n'y faisaient rien. Il était rentré dans sa cabine avec cette chose enfouie en lui, cette chose inavouable, odieuse, dont il ne pouvait parler à personne, mais qui l'occupait tout entier. Il n'aimait pas Marsilia, il la fuyait depuis des années. Reprendre le flambeau de son père était ce qui au monde lui faisait le plus horreur. Alors ce destin funeste qu'on lui annonçait, au sein duquel il entrevoyait son propre rôle à jouer, il le refusait comme un cheval se cabre, instinctivement, sous le joug. Marsilia était perdue, Marsilia était condamnée.
Bon débarras. Une voix intérieure qu'il avait eu grand mal à faire taire en public s'épanchait maintenant dans l'obscurité et la solitude de sa cabine. Marsilia était une cité perverse, dont la beauté extrême ne cachait pas la corruption intérieure. Elle était vénéneuse et toxique, comme l'oubli qui irriguait ses rues. Ses parfums épicés, ses sensations trop vives, vous rendaient fou avant que vous n'ayez le réflexe de la quitter. Il n'avait pas voulu du pouvoir lorsque ce pouvoir était chargé d'honneur et de richesse. Pourquoi en voudrait-il à présent, dans l'adversité, quand il n'était plus qu'un devoir pénible et dangereux, qui faisait courir un risque vital à son amour comme à lui-même? Que Marsilia aille au diable, que le vent de feu l'emporte. Il n'avait jamais voulu être prince. Dans la tempête de son crâne, il n'avait pas entendu entrer la jeune fille, et lorsqu'elle lui mit amoureusement les mains sur le visage, elle saisit d'un seul coup toute sa révolte, tout son effroi et toute sa lâcheté. Les paroles étaient inutiles. Elle qui s'apprêtait à lui annoncer la funeste nouvelle, il la connaissait déjà, et bien loin de partager sa hâte de se porter au secours de sa cité, il désirait l'abandonner à son sort et fuir. Choqué, Agnésée recula de 2 pas. « Tu n'as pas le droit de me juger avec le bout de tes doigts, » dit-il d'une voix sombre. « Je ne voulais pas, mais mon pouvoir ne se calme pas depuis tout à l'heure. J'ai reçu une lettre de ma mère. Comment es-tu au courant de ce qu'elle m'annonce ? J'ai vu les étrangers qui travaillaient sur le volcan, te rappelles-tu ? À la Villa Ridolfina. » Agnésée acquiesça, sans s'attarder à ces circonstances futiles. « Ce que tu ressens, dit-elle, je ne comprends pas. » La voix de la jeune fille lui parvenait dans une obscurité presque complète, et cela lui permit peut-être de répondre avec plus de sincérité. Il ne servait à rien de mentir à quelqu'un qui venait de lire dans son cœur ouvert. En outre, dans le noir, les yeux verts ne le tenaient pas autant en leur pouvoir. « Il y a longtemps, Agnésée, que j'ai tourné le dos à Marsilia. J'ai tourné le dos à mon père, à son héritage maudit, à sa folie des grandeurs, à l'oubli, aux fêtes, à la cour. J'ai tourné le dos à l'art. Demande à ma mère que tu aimes tant. Je lui ai tourné le dos à elle aussi. Je n'ai pas voulu de tous ces rôles qu'on voulait me faire jouer. Et j'ai pris la tangente. Je suis de la race de ceux qui s'envolent, des traîtres et des oiseaux marins. Je n'ai pas voulu de la régence. Je n'ai pas voulu prendre femme, comme Fabio, parmi la noblesse de l'île. J'ai navigué solitaire jusqu'au jour où je t'ai rencontré. Tu es mon île, ma famille, mon royaume, et je n'en veux pas d'autre. Mais cela, c'était bon avant. Pourquoi ? Cela fait longtemps déjà que j'ai décidé de délier mon destin de celui de Marsilia. C'est à peine si je me souviens de mon nom de famille lorsque je suis en mer. Pourquoi devrais-je faire aujourd'hui comme si mon destin était lié à elle malgré tout ? Pourquoi, sous prétexte qu'elle est menacée, devrais-je tout à coup me sacrifier pour elle, alors que j'étais prêt à la quitter pour toujours ? Je ne sais pas pourquoi, dit Agnésée, mais je sais que tu le dois. Tu dois me dire pourquoi. Tu ne peux pas les laisser tous mourir là-bas, tous les aristocrates, toutes les petites mains, Margherita, Adrienne, ta tante Rigarda, ma mère, tous les autres. Gemma ne fera jamais ce qu'il faut, tu le sais, n'est-ce pas ? Elle n'a pas ce genre de courage. Calbi s'en occupera à sa place, et même peut-être Fabio. Il y a des gens sérieux à Marsilia, des gens pour qui la prévoyance, la gestion matérielle et l'action sont une seconde nature. N'est-ce pas ce qu'est censé faire un capitaine de navire quand il y a une tempête ? La prévoyance, la gestion matérielle et l'action ? Je ne suis pas le capitaine de Marsilia. Es-tu vraiment le capitaine de quoi que ce soit, Guaspare ? Elle avait parlé bas, sa voix descendant presque jusqu'au murmure, comme pour atténuer ce qu'elle venait de dire. Il ne répondit pas, surpris par ce coup qu'il n'attendait pas. Les reproches qu'il avait supportés d'Alamanno Bellini lui revinrent en plein visage, et la colère qu'il n'avait pas éprouvée envers lui, il l'éprouva à présent envers elle. « C'est toi qui as voulu t'arrêter aux îles Cornog. Comment peux-tu me reprocher à présent d'avoir cédé à ton propre caprice ? Ne suis-je pas une jeune fille ignorante des usages de la mer, et n'es-tu pas le capitaine responsable de la sécurité de la Liberta ? Ignorais-tu que c'était dangereux ? » Guaspare marqua un silence. « Non, je ne l'ignorais pas. »« Pourquoi m'as-tu laissé y aller alors ? Pourquoi as-tu mis tout le monde en danger ? Juste pour ne pas me refuser quelque chose ? » ?»« Oui. Cet amour me fait peur, Guaspare. J'ai entendu ce que les marins disent à ton sujet, que tu as changé,
que la tête t'a tourné à cause de moi, qu'ils ne te reconnaissent pas. Laisse-les parler. Je n'ai pas demandé ça. Je ne t'ai pas demandé de devenir mon esclave, d'abdiquer ta volonté, ton devoir, ton sens des responsabilités. N'est-ce pas de cet homme insolent, toujours sur la branche, que tu es tombée amoureuse? De cet homme qui était avec Margherita sans avoir de sentiment pour elle, qui était de Marsilia sans en être vraiment, dont le cœur était toujours ailleurs? De cet homme qui fuyait déjà tous ses devoirs? N'est-ce pas l'homme que tu as voulu faire tien? Je ne pensais pas que tu te déroberais ainsi, que tu laisserais ta propre mère souffrir seule de l'approche de sa mort, avec une telle indifférence, que tu mettrais ton équipage en danger sans même t'en excuser, que tu regarderais ailleurs pendant que le volcan s'apprête à embraser ton île natale. La voix d'Agnese n'était pas méchante, mais elle avait été trempée dans les eaux glacées d'une implacable lucidité. « Ton amour pour moi ne peut pas tout justifier, » dit-elle. Elle hésita un moment, puis elle dit « Ce n'est même pas un véritable amour au départ. C'est un filtre que je t'ai fait boire, ce jour où Margherita voulait du thé. » Gaspare, abasourdi, répéta « Un filtre ? Oui, ma mère est une strega, tu te souviens ? Et le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. » Gaspare était reconnaissant qu'il n'y eut pas de lumière. Ses larmes demeureraient à jamais inconnues, silencieuses, et il ne verrait jamais le visage dur et figé qu'Agnese avait dû avoir en prononçant de telles paroles. Car si lui avait tout abandonné, elle avait, quant à elle, blasphémé contre leur amour, et c'était comme si quelque chose creusait une fissure dans sa propre chair, comme s'il était physiquement déchiré. Il ne l'entendit pas plus partir qu'il ne l'avait entendu arriver. Les pas furtifs, légers de la jeune fille épousaient le mouvement du navire comme ils épousaient celui du destin qui l'entraînait loin de lui. Il se rendit compte, simplement, qu'elle n'était plus là, quand il eut l'impression que non seulement toute la lumière, mais aussi tout l'air et toute la vie avaient déserté sa cabine. Alors, dans une étrange suspension de la pensée, il se mit à suffoquer et à sangloter comme on sanglote sur les événements irréversibles qui, en vous percutant, vous font dévier à tout jamais de la trajectoire que vous aviez désirée. Le bonheur avec Agnese avait été à portée de main. Leur amour avait paru les y porter irrésistiblement, et ils en avaient senti les premiers parfums. C'était un rivage où ils étaient, un moment plus tôt, sur le point d'accoster, un rivage verdoyant et lumineux, d'une beauté simple et limpide. Mais une houle venait de les renvoyer vers le large. Le rivage devenait à chaque instant plus petit, plus flou. Dans un instant, il ne serait plus qu'un tremblement de couleur à l'horizon, une brume verdâtre, moins qu'un souvenir. Car si leur bonheur était passé, irrémédiablement passé, il n'était pourtant, ironiquement, jamais advenu. Ils n'y avaient jamais vraiment posé le pied.